Salut tout le monde, je suis le Tropper et comme le dernier épisode parlait d'un sujet lourd et un petit peu déprimant, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'aujourd'hui on va parler de chatons. Ouais, ou alors tu prends le sujet que tout le monde réclame et tu fais pas chier. Mais les chatons c'est mignon. Les chatons aussi peuvent tomber malades, et même mourir. Chatons. Vous avez été très nombreux à me demander de parler d'épidémie et de pandémie, c'est comme si vous étiez tous mis d'accord sur le même sujet, c'est bizarre. T'es au courant qu'il y a une pandémie en cours et que tout le monde est enfermé à l'intérieur? Est-ce que tu sors de chez toi des fois? On peut sortir de chez soi? Bah plus maintenant. Bref, les pandémies existent depuis aussi longtemps que les civilisations humaines et elles n'ont pas attendu 2020 pour s'inviter dans nos récits. Alors aujourd'hui, dans l'histoire artistique, comme d'habitude, on va se cultiver un peu sur le sujet et ensuite on parlera de l'utilisation des pandémies en fiction. Et on va commencer par quelques définitions. Une pandémie est une épidémie qui se répand sur une large zone géographique et a une portée internationale. Une épidémie, c'est une augmentation notable du nombre de personnes contaminées par une maladie. Donc si plein de personnes chopent une saloperie dans un court laps de temps et un peu partout, c'est une pandémie. Au contraire, si jamais la zone géographique est limitée, on parle d'une endémie. Donc une pandémie est une épidémie mais n'est pas une endémie qui elle est une épidémie mais pas une pandémie. Cependant une pandémie qui diminue peut devenir une endémie et une endémie qui s'immisce en dehors de son milieu endémique peut devenir une pandémie. C'est clair ou vous m'avez qu'à demi compris? Tu penses que c'est impressionnant mais en fait c'est surtout énervant. À partir du moment où l'humanité s'est sédentarisée dans des villes suffisamment grandes, la propagation de maladies a été possible. Avec l'apparition du commerce et de la guerre, ces maladies ont également pu se répandre entre les différents foyers de population et donc favoriser les épidémies et les pandémies. Et jusqu'à l'arrivée de la médecine moderne, des vaccins et des antibiotiques, quand une épidémie débarquait chez toi et posait ses grosses bottes sales sur ton canapé, à part lui proposer une bière, tu pouvais pas faire grand chose. Alors regardons un petit peu les pandémies qui ont marqué l'histoire humaine. Et quand on parle de pandémie en histoire, on ne va pas bien loin sans citer la lèpre. Suffisamment vieille pour être mentionnée dans l'Ancien Testament, elle a marqué les esprits à jamais. Source d'ostracisation et de plein de petits trucs sympas du genre, la lèpre est sans doute apparue il y a plus de 4000 ans, et elle n'a commencé à décliner qu'à la fin du Moyen-Âge. On pense que ce déclin est lié à l'apparition de la tuberculose qui tuait les gens plus vite qu'ils ne pouvaient répandre la lèpre. Ce qui est une solution, effectivement, tu peux pas tomber malade si t'es déjà mort, d'une autre maladie. Ouais. Mais comme un méchant de dessin animé qui ne sait pas quand lâcher l'affaire, la lèpre existe toujours aujourd'hui et touche notamment les populations des pays en voie de développement. La bonne nouvelle c'est qu'on sait très bien la guérir, la mauvaise c'est qu'il faut avoir les moyens pour le faire. Autre grande favorite des pandémies anciennes, la peste, que tout le monde connaît plus ou moins. Ou plutôt les pestes, puisqu'il en existe plusieurs types et qu'il y a eu plusieurs épidémies de peste dans l'histoire. Si tout le monde a entendu parler de la peste noire, la première pandémie de peste connue est la peste de Justinien. Confirmée comme issue de la bactérie Yersinia pestis, qui est sans doute également la variété qui a causé la peste noire 7 siècles plus tard, elle a frappé le bassin méditerranéen de 541 à 767 après John Cena. JC c'est pour Jésus-Christ, je vois pas la différence. Tu vois pas John Cena surtout. Personne ne voit John Cena. On estime que la peste de Justinien a fait plus de 25 millions de morts. Elle a sans doute été une cause majeure dans le déclin des puissances méditerranéennes de l'Antiquité, laissant la place aux royaumes d'Europe du Nord pour se développer et devenir les nouvelles puissances dominantes sur le continent durant le Moyen-Âge. Et à l'instar de la lèpre, elle existe toujours aujourd'hui même si son impact est mineur. Mais dans l'ombre, elle attend son heure et prépare son retour. On pourrait faire une ligue de super vilains avec les pandémies. On pourrait. Professeur Lèpre et Mort Noire. Mais toutes les pandémies ne pourront pas rejoindre cette ligue. Notamment la variole qui a été entièrement éradiquée en 1980 après avoir tourmenté l'humanité depuis le néolithique. Mais ceux qui ont principalement morflé à cause d'elle, ce sont les civilisations d'Amérique du Sud. Importée par les colons espagnols et portugais au XVIe siècle, la variole décime les populations natives qui n'ont aucune immunité face à ce virus. Attends, décimer ça veut dire tuer 10% de la population, c'est peut-être un petit peu abusé comme terme. Ouais, en fait j'aurais dû dire que la variole a anti-décimé les populations natives. Je sais que tu veux que je te demande ce que ça veut dire. Merci d'avoir demandé. J'ai pas demandé. La variole aurait tué plus de 90% de la population locale des Amériques. Elle a réduit à néant les civilisations précolombiennes. Mais vous inquiétez pas pour les 10% restants, ils ont été massacrés et réduits en esclavage par les colons européens. Ouais, on a gagné. Trop bien. Tiens, tant qu'on parle des Espagnols, on peut aussi causer de leur fameuse grippe, qui cette fois-ci n'a absolument rien à voir avec eux, et tire son nom du fait qu'en 1918, seuls les journaux espagnols ne censuraient pas les infos sur cette maladie en Europe. Ah bah oui, faut comprendre, on avait une guerre à gagner, on n'allait pas embêter les soldats avec ces petits tracas de santé. Petits tracas qui ont causé entre 20 et 100 millions de morts selon la façon dont on compte. Ouais, elle déconnait pas celle-là de pandémie. On est à peu près sûr aujourd'hui que la grippe espagnole est en fait apparue au Kansas, son virus ayant muté à partir d'une grippe sans doute d'origine aviaire. C'est-à-dire qu'au moins 20 millions de personnes sont mortes parce qu'un chasseur du Kansas qui s'appelait sans doute Clétus et était marié avec sa sœur a voulu bouffer du canard. Et ce virus a évolué par la suite, devenant la source de toutes les grippes humaines actuelles. Donc si l'hiver prochain vous chopez la grippe, n'oubliez surtout pas de remercier Clétus. Est-ce que Clétus rejoint notre ligue de super vilains pandémiques?
Il faut bien un débile dans chaque équipe. El Cletuto. Au fait, on a parlé de la peste, mais pas de son partenaire de toujours, l'autre binôme du duo le plus iconique, j'ai nommé le choléra. Également causé par une bactérie, sa première apparition connue était en 1503 à Calicut en Inde. Encore plus tenace que la peste, le choléra a déjà causé 7 pandémies depuis 1817. Et la dernière en date est toujours en cours depuis 1961, mais est devenue endémique. Si un vaccin existe, il reste trop cher pour les populations touchées actuellement. Mais on peut y survivre en traitant les symptômes, notamment la déshydratation aiguë causée par les diarrhées et les vomissements. Et si vous étiez en train de manger devant une vidéo qui parle de maladie, reprenez-vous en main, merde. En attendant, voici Choléras, le barbare. Une autre pandémie en cours, c'est celle du VIH, le virus du sida. A l'origine, un virus du singe nommé VIS, on suppose qu'il est passé à l'homme entre 1884 et 1924 dans l'ouest de l'Afrique centrale. Et non pas comme vous êtes en train de le penser, mais plutôt via des personnes qui ont voulu bouffer du singe. Sans doute à cause du cousin de Clétus, qui est aussi son père. On va l'appeler Rufus. Rufusida ? Vendu. Rufusida. L'épidémie de VIH se fait remarquer en 1981 aux États-Unis et semble d'abord ne toucher que les homosexuels. On pense alors qu'il est causé par les poppers. Parce que causalité et corrélation, c'est des mots compliqués. Le virus touche évidemment toutes les personnes indépendamment de leur orientation sexuelle, et on comprend vite qu'il se transmet lors des rapports ou bien par voie sanguine. Ce qui rend le VIH si contagieux, c'est le fait qu'il peut mettre des années avant de causer le sida et les premiers symptômes. Ce qui fait que beaucoup de personnes contaminées infectent des partenaires sans le savoir. Allez vous faire dépister. Dès que vous en avez l'occasion et au moindre doute. Premièrement parce qu'en France c'est gratuit, et ensuite parce qu'il se trouve que le VIH, si on le prend suffisamment tôt, on peut le traiter. Donc même si le test vous fait stresser, déjà il y a peu de chances pour que vous soyez positif, et ensuite, même si vous l'êtes, avec la médecine moderne, c'est pas si grave. Ça reste pas ouf, mais au moins vous aurez une vie plus ou moins normale après, et vous risquez pas d'infecter des gens sans le savoir. En plus, dans un futur proche, on pourra même sans doute complètement le soigner. Récemment, on a fait des grandes avancées là-dessus. Donc, allez vous faire dépister, et protégez-vous. Et bien évidemment, vous vous en doutez, je ne pouvais pas ne pas mentionner la dernière pandémie en cours. Notamment parce que sans ça, ce sujet de vidéo n'aurait sans doute pas été autant demandé. Et je serais pas enfermé chez moi avec beaucoup trop de temps libre que je consacre à faire des vidéos. Donc la maladie à coronavirus 2019, ou Covid-19, est une pandémie causée par le virus SARS-CoV-2. Et il n'y a rien que je puisse dire à ce sujet que vous n'ayez pas déjà entendu en boucle sur les chaînes d'infos et sur YouTube dans les derniers mois. De plus, comme c'est une pandémie très récente, les infos qu'on a actuellement sont vouées à devenir obsolètes dans le futur, notamment sur l'origine du virus et ses symptômes. Alors je vais juste faire un très court message de prévention. Le Covid-19 est sans doute asymptomatique pour la majorité des infectés, tout au plus une légère toux qui refuse de partir ou une perte temporaire du goût et de l'odorat. Ce n'est pas parce que vous allez bien que vous n'êtes pas contagieux. Vous pouvez mettre la vie d'autrui en danger. Alors maison close d'excréments, lavez-vous les mains, ne sortez pas sans une bonne raison, et vous profiterez du soleil cet été au lieu d'enterrer mémé. Et pour la ligue des super vilains, Coronator. Les pandémies ont des conséquences, et avec la situation actuelle, on est en droit de se demander quel impact la Covid-19 aura sur notre société. Et rien de tel pour ça que de regarder ce qui se passe maintenant et ce qui s'est passé avant. Tout d'abord, c'est inévitable, une pandémie a des conséquences démographiques. Il y a des gens qui meurent. Au vu de la situation actuelle, on est très loin des 90% de la population comme en Amérique au XVIe siècle, ou encore du tiers de la population européenne et asiatique suite à la peste noire. Mais malgré tout, il y a un certain nombre de décès, plus de 75 000 selon les chiffres officiels au moment où j'écris cette vidéo. Difficile de dire jusqu'où ça ira, mais une chose est sûre, démographiquement, on a moins de gens. Ce qui peut potentiellement changer d'ici à 9 mois. Parce que oui, avec les mesures de confinement, il y a beaucoup de monde qui se retrouve enfermé à deux avec pas grand chose d'autre à faire que des bébés. Et en connaissant un peu la nature humaine, on peut se douter qu'à la fin du confinement, il y aura beaucoup de monde pour faire la fête, boire trop d'alcool et avoir des relations non protégées. Ce qui ne devrait pas poser de problème de santé vu que vous serez tous dépistés. Tout ça pour dire que selon mon pronostic, il y aura sans doute un petit baby boom fin 2020, début 2021. Une nouvelle génération de boomers ? Ah ouais, c'est vraiment le début de l'apocalypse là. Mais les pandémies ont également tendance à plomber l'économie. Forcément, quand les gens restent enfermés chez eux ou qu'ils sont trop occupés à mourir, ils n'ont pas forcément le temps de produire du PIB. Comme dit précédemment, la peste de Justinien a sans doute mené au déclin de l'Empire byzantin et enterré l'Empire romain d'Occident pour de bon. Mais elle a également permis le développement économique de petits royaumes barbares qui deviendront plus tard la France ou l'Angleterre par exemple. Et quand on voit actuellement que Cuba envoie des missions humanitaires dans les dom-toms, on peut se demander quel genre de renversement de la balance des pouvoirs aura lieu après la pandémie actuelle. Sans parler des nations, certains secteurs de l'économie souffrent alors que d'autres se développent. Le tourisme là c'est plutôt mort. Alors que la création de contenu pour internet, ça marche plutôt bien. Après la pandémie, il est possible que les gens se mettent à moins voyager et qu'une industrie se développe autour du confort de confinement. En gros, au lieu de dépenser son argent pour partir loin d'ici, on l'investira pour améliorer notre chez nous. Une chose est sûre, on parle déjà du crash boursier de 2020 comme étant pire que celui de 2008. Donc dans les années qui viennent, il faut s'attendre à ce que ce soit compliqué. Et au-delà de l'économie, c'est la société qui peut être changée par une pandémie. Si on prend l'exemple de la peste noire en Europe, on peut voir une conséquence économique de la pandémie qui a mené à des changements sociaux radicaux. Vu qu'un tiers
tiers de la population est décédée, il y a soudain eu une raréfaction de la main-d'œuvre dans les champs. Soudain, les travailleurs étaient une denrée rare que les propriétaires terriens s'arrachaient, s'arrangeant pour qu'ils restent chez eux et donc améliorant leurs conditions de vie. On considère que la peste noire a mené à la fin du servage en Europe. À côté de ça, les populations urbaines, réalisant que les villes étaient des nids à épidémie, commencèrent à s'enfuir à la campagne. En conséquence, les prix de l'immobilier se sont effondrés. Par exemple, à Paris, le prix des logements fut divisé par 4. Alors si on peut refaire ça, moi je suis chaud. Mais comme l'humanité ne peut pas faire un pas en avant sans en faire deux en arrière, il faut que je parle des conséquences de la variole. Comme dit plus tôt, elle a éradiqué 90% de la population native américaine, ce qui a mené au même problème qu'en Europe. Plein de terres à cultiver, mais pas assez de main d'œuvre. Sauf que ce coup-ci, les riches colons européens ne vont pas se faire avoir une deuxième fois et donner plus de droits aux travailleurs. Il y a sans doute une solution plus rentable et dégueulasse qui se cache quelque part. Et c'est ainsi que commença le commerce triangulaire, un très joli euphémisme pour parler de l'atrocité de l'esclavage et de la traite négrière. C'est vraiment super. Sur une note plus légère, les pandémies étant des événements majeurs, elles ont tendance à marquer les esprits et donc la culture. C'est pour ça qu'on retrouve une surreprésentation de l'imagerie morbide en Europe après la peste noire. Et c'est aussi pour ça que les réseaux sociaux sont actuellement inondés de vidéos ironisant sur le confinement. Je ne juge pas, je l'ai fait aussi et j'ai fini sur BFM TV pour la peine. T'as été assez puni. Mais une chose est sûre, dans le futur proche, il y aura un certain nombre de films, d'épisodes de séries, de livres, de jeux vidéo qui s'inspireront de cette pandémie. Et peut-être que certains arriveront à très bien capturer le zeitgeist, mais par mesure de prévention, on va faire un petit point sur les tropes liés aux pandémies. Il y a principalement deux types d'histoires qui parlent de pandémie, et qui utilisent chacun une temporalité différente. Il y a les histoires qui ont lieu au tout début de la pandémie, quand il est encore possible de l'arrêter, et celles qui ont lieu après qu'il soit trop tard. Pourquoi y a-t-il jusqu'ici si peu d'histoires qui s'intéressent au milieu de la pandémie? Eh ben peut-être parce que, comme vous l'avez sans doute remarqué, c'est plutôt chiant ou alors carrément déprimant. En effet, une fois que la pandémie s'est répandue, tout ce qu'on peut faire c'est limiter les dégâts et compter les morts. Alors quand on va inévitablement raconter des histoires sur ce qu'on est en train de vivre, il faudra faire attention à un phénomène très intéressant, l'apathie du public. En gros, pour revenir aux bases d'une intrigue, il s'agit d'un récit que l'on suit pour voir des protagonistes affronter des obstacles et les surmonter ou non. Et tout comme une histoire où tous les obstacles sont surmontés sans effort, une histoire où tous les efforts sont vains face aux obstacles devient vite lassante. En tout cas, elle risque de créer un sentiment d'apathie chez le public qui se dira « à quoi bon regarder ?» Même l'histoire la plus sombre devrait garder jusqu'au bout une lueur d'espoir que les choses peuvent s'arranger, conserver un enjeu atteignable. Ce sera d'autant plus puissant d'écrire une fin tragique si le public pouvait encore s'attendre à un happy end. Le sadisme chez un auteur, ça se travaille. Et pour ce faire, il faut donc un objectif atteignable pour les protagonistes. Alors si vous voulez raconter une histoire sur la période actuelle de la pandémie, gardez ça en tête. Même si les enjeux sont très bas et qu'on parle de l'histoire d'un mec qui est confiné et qui doit choisir s'il va ou non prendre une douche aujourd'hui, le public doit espérer jusqu'au bout que notre héros se savonnera joyeusement les aisselles. S'il est trop tard pour sauver tout le monde, l'histoire peut tourner autour d'une seule personne qui a des chances de survivre. L'important c'est juste qu'il y ait des raisons pour l'audience de suivre l'histoire. Un récit se construit autour d'une question qu'on amène le public à se poser et à laquelle on propose ou non une réponse. Par exemple, est-ce que le héros va survivre? Pour faire une histoire avec cette question, il faut d'abord mettre la vie du héros en danger. Personne ne se demande si quelqu'un va survivre si tout va bien. Ou alors vous faites de l'anxiété, il faut aller voir un médecin. Ensuite, il faut établir qu'il est possible pour le héros de survivre à ce danger. Parce qu'encore une fois, si au bout de 5 minutes le héros tombe malade et qu'on lui annonce qu'il n'a aucun espoir de survivre, et qu'on passe ensuite l'heure et demie restante à le regarder mourir, c'est pas ouf comme histoire. En tout cas, faut pas que la seule question de ce récit ce soit est-ce que le héros va survivre. C'est comme si on trouvait le tueur dans les 5 premières minutes d'une série policière. Et non, ne me citez pas Breaking Bad, la question que pose cette série c'est pas est-ce que Walt va survivre à son cancer. Si vous pensez que c'est ça, retournez regarder Breaking Bad jusqu'à ce que vous ayez compris de quoi ça parle. À la fin de votre histoire, vous pouvez répondre à la question. Soit votre personnage meurt, et donc la réponse était non, soit il survit, et c'était oui. Vous pouvez également choisir une fin ouverte, et laisser son sort ambigu avec un gros peut-être. Retenez juste que peu importe la réponse, elle ne doit pas être donnée avant la fin de l'intrigue. Une histoire peut contenir plusieurs intrigues, et donc plusieurs questions, et donc plusieurs réponses, mais la réponse à la question de chaque intrigue doit arriver à la fin de celle-ci. Et du coup, il a pris sa douche le mec ou pas? C'était pas la douche l'important. Pour revenir au type d'histoire de pandémie plus populaire, on a donc les intrigues qui se passent avant et où on essaye de l'arrêter. Dans ce type, on trouve deux sous-genres en particulier, les histoires sur le patient zéro et les histoires sur le vaccin. En gros, ce sont des enjeux clairs, il faut retrouver le patient zéro dans une chasse à l'homme pour l'empêcher d'infecter plus de gens, ou bien il faut mettre au point un vaccin et le distribuer à temps pour que l'épidémie soit contrôlée. Parfois le patient zéro est inconscient d'être malade, parfois c'est un antagoniste qui agit consciemment pour initier une pandémie. Il n'a même pas besoin d'être infecté, il peut juste avoir une flasque qui contient le virus. L'important c'est que c'est un personnage que l'on peut retrouver et arrêter. Un objectif simple qui permet de développer une intrigue simple. Dans la vraie vie, le patient zéro, si on arrive à le retrouver, c'est souvent bien trop tard pour arrêter la pandémie. Mais dans les histoires, on peut avoir des gentils qui arrivent à sauver le monde en arrêtant un seul homme. C'est aussi l'intérêt de la fiction, offrir une forme d'échappatoire à la réalité. Les histoires de vaccins ont tendance à être un peu plus réalistes, surtout si elles prennent en compte le besoin de ralentir la progression de la pandémie le temps qu'il soit mis au point. En réalité, un vaccin c'est long à développer, encore plus long à déployer, et c'est difficile de garder l'attention dans une histoire si on la fait se dérouler sur plusieurs mois. Donc on a souvent une version accélérée du processus
pour garder le sentiment d'urgence. Mais si tous les efforts de ces héros ne suffisent pas, en fiction, comme le veut la règle du drame, les choses ne vont faire que s'empirer. Au point que la civilisation a de grandes chances de s'écrouler. On arrive donc dans le genre post-apocalyptique qui prend place après l'effondrement de notre civilisation. Si durant la guerre froide cet effondrement était souvent causé par un apocalypse nucléaire, ce qui nous ramène au sujet de la vidéo précédente, il est également assez commun qu'il soit la conséquence d'une pandémie. Celle-ci peut être terminée depuis longtemps, ne servant que de prétexte à l'univers post-apo, ou bien continuer de ravager les populations de survivants. Les histoires de vaccins ont aussi leur place dans ce type d'intrigue, représentant un espoir de retour à la normale et d'un meilleur futur. On retrouve énormément d'inspiration historique dans la construction d'univers post-pandémiques. Par exemple, le traitement des lépreux dans l'Antiquité et au Moyen-Âge sert souvent de modèle pour les villes post-apo, qui ferment leurs portes aux infectés et ne peuvent pas les attaquer de peur d'être contaminés. Attends, t'es vraiment en train d'utiliser ton vomi d'information de la première partie pour illustrer le propos de la vidéo? Est-ce que tu es familier avec l'expression « mon pied dans ton cul jusqu'à la glotte » ? Ironiquement, une bonne façon d'écrire un futur qui semblera réaliste, c'est en s'inspirant du passé. Sans aller jusqu'à l'effondrement de la société, en regardant les conséquences des pandémies historiques sur le monde, on peut trouver de l'inspiration pour écrire des histoires d'anticipation sur notre propre futur. Est-ce que l'Occident gardera sa place sur l'échiquier des pouvoirs? Y aura-t-il une prise de conscience des risques liés à notre mode de vie? Aurons-nous encore des douches? Et si l'évidence aujourd'hui c'est de parler de la pandémie de Covid-19, il ne faut pas oublier que la fiction, c'est l'infini des possibilités. Il existe autant de types de pandémies possibles que vous pouvez en imaginer. Par exemple, beaucoup d'histoires utilisent une pandémie de stérilité, ce qui donne un contexte particulier au monde qui en résulte. Les effets de la pandémie que vous imaginez peuvent directement influencer l'histoire que vous racontez. Dans le cas de la stérilité par exemple, Margaret Atwood l'utilise pour remettre en question la place de la femme et de ses droits dans la société, là où les fils de l'homme nous parlent d'espoir, de révolution et de foi. Une maladie fictive peut permettre beaucoup de choses en fiction et renforcer un thème en mettant l'accès sur un certain aspect de notre monde. Et s'il y a bien un type de pandémie fictionnelle qui a permis d'explorer un tas de thématiques variées allant de la société de consommation à l'envie d'aller boire une bière dans le pub du coin avec ses copains, c'est la pandémie zombie. Qu'elle soit causée par de la magie vaudou ou plus généralement par des virus, la pandémie zombie est un sous-genre très particulier des intrigues de pandémie. Et le genre zombie méritera clairement une vidéo à lui tout seul dans le futur, donc on va rester succinct. Un truc intéressant avec les zombies en tant que pandémie, c'est le mode de propagation du virus qui est très iconique. Tout le monde sait que quiconque est mordu par un zombie devient un zombie. Ça peut paraître con à dire, mais la façon dont une maladie se répand est aussi importante que la maladie elle-même. Dans le cas du zombie, la morsure crée des règles simples dans le récit. Une fois mordu, t'es foutu, et d'ici environ quelques heures, tu rejoindras la horde. Ce mode de transmission permet de créer des situations intéressantes, comme le classique du mec qui est mordu mais qui le cache aux autres survivants. Et d'un point de vue purement guttural, la morsure c'est quand même pas Jojo. C'est un mode de transmission violent et sanglant qui joue un rôle dans l'ambiance de l'histoire. Dans le genre du film d'horreur mais sans zombies, on a It Follows dans lequel la malédiction se transmet en faisant des bébés. Tu peux arrêter les euphémismes, hein. La vidéo est déjà démonétisée depuis longtemps. Au-delà du mode de transmission, le genre du zombie nous permet de nous intéresser à un autre aspect de la pandémie, la façon dont on traite les infectés. Parce que oui, dans le genre zombie, on parle pas vraiment de patients, mais plutôt de cibles à abattre. Traditionnellement, le virus zombie est incurable et une fois infecté, on est foutu. Alors si vous écrivez une histoire de pandémie, posez-vous ces questions. Peut-on sauver les infectés? Et doit-on encore les considérer comme des êtres humains? Encore une fois, tout est possible. Imaginez un film de zombies où le personnage principal refuse de tuer les infectés parce qu'il les considère comme des personnes malades qui ont besoin d'être soignées. Ou bien un film où au contraire, le protagoniste est un survivaliste qui commence à massacrer des gens malades parce qu'il a vu trop de films de zombies. Il y a plein de questions à se poser sur les histoires de pandémie parce que comme toutes les histoires, ce sont avant tout des histoires sur les gens. Comment on réagit face à une crise? Pourquoi on se bat pour survivre? Qu'est-ce qui nous pousse à continuer alors que tout espoir semble perdu? Jusqu'où on est prêt à aller pour se sauver? La pandémie est un antagoniste naturel qui nous met face à nous-mêmes. Parfois on veut une histoire simple où on affronte directement la pandémie et on sauve le monde. Parfois on a besoin de voir ce que la pandémie nous fait, à la fois en tant qu'individu et en tant que société. Ce qui est certain, c'est que c'est un événement planétaire qui touche tout le monde d'une façon ou d'une autre. Les histoires qu'on racontera sur cette pandémie, elles parleront de nous. De toi, enfermé dans ton appartement du matin au soir. De toi qui dois aller au front tous les jours face à la maladie dans les hôpitaux. De toi qui dois travailler en caisse pour permettre aux gens de faire leurs courses. C'est notre histoire à chacun qui fera ses histoires. Et c'est ces histoires qui inspireront les changements de notre société. Est-ce qu'on reprend là où on s'est arrêté au risque de répéter les mêmes erreurs? Est-ce qu'on cherche des responsables qui ont laissé des gens mourir pour servir leur propre intérêt? Est-ce qu'on fait quelque chose face aux clétus de ce monde? Ces réponses, elles appartiendront autant au futur qu'à ceux qui essaieront de l'imaginer. Et je sais que pour beaucoup aujourd'hui, la vie n'est pas facile. On a chacun notre propre expérience de cette pandémie. Tout ce que je peux vous dire, c'est de vous accrocher et avec un peu de chance, en sortant de tout ça, vous pourrez raconter votre histoire. Parce qu'il y a sans doute beaucoup plus de personnes que vous le pensez qui sont prêtes à l'écouter. Prenez soin de vous, Tropper. Out. Mes chers pandamis, le temps est enfin venu pour nous de détruire le monde. Ouais, tuez! Je vous présente ma nouvelle invention, le Coronator. Sarah Coronavirus.
Ouais, Rufus a raison, professeur Lèpre. Qu'est-ce qui nous dit que ça va fonctionner ce coup-ci? Le Coronator est bien plus puissant que nous tous. Puissant? Oui, car il tire sa puissance du soleil. Ouais, moi non plus, j'ai pas compris, Rufus. Mais c'est pourtant simple, bande d'abrutis! Abruti? Vous voyez, quand les humains verront le Coronator approcher, ils pourront l'éviter. Mais au moment où le soleil brillera dehors, ils sortiront et se contamineront. Et ainsi, tous les humains mourront. Ouais, Rufus a raison, les humains sont quand même pas si cons. Soleil!